Monsieur le préfet, monsieur le maire et président de la métropole, cher Olivier Bianchi, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, madame la présidente de l'ANCT et Île-de-France, chère Caroline Cayeux, madame la présidente de Région de France, chère Carole Delga, madame la présidente de France Urbaine, chère Johanna Roland, monsieur le vice-président de l'Association des départements de France, et voilà la parité qui s'invite, cher Christophe Guillotot, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Je pense qu'il n'est nul besoin de vous dire combien nous sommes heureux d'être ici. Avec toute l'équipe du bureau, toute l'équipe de l'ADCF, et avec mes complices Sébastien Miosek et Virginie Carolo, et de pouvoir vous réunir aussi nombreux. Cher Olivier Bianchi, monsieur le président de la métropole, nous avons pris 1 an de plus que prévu pour venir chez toi. Il s'est passé un petit événement. L'attente a été longue, mais nous sommes enfin là et je veux te redire que nous nous y sentons bien. Je sais que l'illustre Clermontois, Blaise Pascal, considérait que le malheur des hommes était de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Je pense que nous y avons passé suffisamment de temps et qu'il était vraiment venu le temps de nous retrouver enfin dans le cadre de notre convention de l'ADCF. Alors je tiens à te remercier, cher Olivier, ainsi que toutes tes équipes, pour l'aide précieuse apportée dans l'organisation de ce congrès. Nous avons l'agréable impression de jouer à domicile et je vous demande d'applaudir toutes les équipes d'Olivier Bianchi et de Clermont Métropole pour leur accueil. En ouvrant pour la première fois notre congrès, je suis particulièrement heureux de le faire en présence des représentants de l'ensemble des niveaux de l'action publique. État, région, département, intercommunalité, communes. Notre table ronde illustre à sa manière l'union sacrée qui s'est manifestée durant la crise et qui se prolonge aujourd'hui avec la relance. Cette table ronde sera aussi l'occasion d'évoquer les évolutions législatives proposées par le texte 3DS et je veux en dire un mot dès le début de ce propos. Le projet de loi 3DS, mesdames et messieurs les parlementaires, doit être un texte utile à tous. Nous sommes d'accord, il n'est pas une révolution. Et la ministre Jacqueline Gourault, qui nous rejoindra dans quelques instants, ne s'en est jamais cachée. Mais s'il n'est pas une révolution, voyons quels progrès nous pouvons en attendre. Veillons à ce qu'il renforce nos moyens d'agir dans nos champs de responsabilité respectifs. C'est l'esprit de la décentralisation. Donnons plus de force à la territorialisation des politiques publiques. C'est le sens de la déconcentration. Expérimentons des manières d'agir qui correspondent mieux aux réalités de nos territoires. C'est le principe de la différenciation. Clarifions enfin nos modalités de collaboration avec l'État. C'est l'enjeu de la simplification. Je le redis, 3DS doit être une avancée pour tous. Cessons de savoir quelles compétences nous allons prendre d'un niveau de collectivité à un autre, des régions ou des départements, ou des communes aux intercommunalités. Au contraire, interrogeons-nous sur ce que nous voulons obtenir de l'État, notamment en matière de nouvelles compétences décentralisées ou d'extension du pouvoir réglementaire. C'est le sens de notre appel de Clermont, adopté hier en Assemblée générale. L'appel en faveur d'un projet de loi 3DS qui soit un progrès pour chacun et pour lequel nous demandons au gouvernement et au Parlement que toute mesure qui ferait dissensus entre nous ou qui constituerait un retour en arrière soit retirée du texte. J'évoquais à l'instant notre Assemblée générale. Je crois pouvoir dire que l'ambiance y était concentrée, rassembleuse et portée surtout vers l'action. Elle était également tournée vers l'avenir, puisqu'ont été adoptées les propositions que nous adresserons aux futurs candidats aux élections présidentielles et législatives. Notre association s'en tiendra à une neutralité rigoureuse. Elle n'a jamais été et ne sera jamais un outil partisan.
Intercommunalité de France doit être unie sur des valeurs fondamentales et porter des propositions qui fédèrent nos adhérents. Dans quelques instants, notre président délégué, Sébastien Miossec, évoquera les principales lignes de force de notre manifeste. Virginie Carolo-Luttrau, notre première vice-présidente, reviendra demain sur nos engagements en faveur de la transition écologique. Je vous le dis, notre manifeste n'est pas un cahier de doléances. Il identifie les grands enjeux des prochaines années et il appelle à une nouvelle manière de penser l'action publique locale, en consacrant notamment de véritables autorités organisatrices des politiques publiques. Ce terme est déjà utilisé en matière de mobilité, d'énergie, de déchets. Nous pensons qu'il faut le consacrer dans d'autres secteurs. Une autorité organisatrice peut être aidée pour agir, mais dans son domaine de responsabilité, rien ne peut se décider sans elle. Nous sommes heureux de voir que les sénateurs, Madame la Présidente de la délégation aux collectivités territoriales, ont intégré dans le projet de loi 3DS la notion d'autorité organisatrice de l'habitat. Et si nous sommes rudes parfois, nous savons aussi reconnaître les avancées qui sont obtenues au Sénat. Ce n'est pas d'un label dont nous voulons, mais d'une capacité d'intervention accrue pour accompagner la rénovation énergétique, répartir les efforts de production de logements sociaux, réguler les locations touristiques. Notre manifeste s'inscrit ainsi dans un esprit de proposition et également de coopération. Coopération avec les régions, chère Carole, en matière de politique industrielle ou de formation. Coopération avec les départements, cher Christophe Guillotot, dans les champs de solidarité et coopération avec nos communes, Madame la Présidente de Ville-de-France, pour assurer la proximité et l'efficacité de nos politiques publiques au service de nos habitants. Au-delà des débats autour des propositions de notre manifeste, notre Assemblée générale a abordé 3 grands sujets: la gouvernance, les finances et la relance. Nous avons engagé cet été une grande enquête auprès de nos présidents sur les relations au sein du bloc local. Il montre des relations de travail constructives entre communes et intercommunalités. Les renouvellements du printemps 2020, la gestion de la crise sanitaire, la remise en route des projets de territoire ont soudé les équipes. Elles ont mis en évidence l'ADN de nos intercommunalités et l'efficacité du bloc local dans son ensemble. Nous l'avons vu l'an passé lorsqu'il a fallu préserver les services publics essentiels, organiser les gardes d'enfants pour les personnels prioritaires, venir en aide aux entreprises les plus touchées, acheter voire fabriquer localement des masques. Nous l'avons encore vu cette année dans le déploiement de centres de vaccination. Oui, notre modèle est efficace et il faut le dire. Durant cette crise, si nous avons été collectivement au rendez-vous, c'est parce que les synergies ont fonctionné dans nos bassins de vie. Sur le sujet des finances locales, notre association s'est félicitée des mesures protectrices mises en place par l'État. Comme nous l'avions demandé l'an dernier, nous avons obtenu la prorogation de la clause de sauvegarde en 2021. Nous avons porté un discours de responsabilité en disant que chacun devait prendre sa part, tout en défendant l'équité entre les autorités organisatrices de la mobilité, qui reste un sujet de débat avec le gouvernement. De même, certains territoires ont subi des pertes ou des dépenses exceptionnelles beaucoup plus significatives que d'autres. Nous considérons que c'est en leur faveur que doivent se concentrer les mesures de compensation votées dans les lois de finances. Nos 2 journées de travail sont consacrées à l'heure de la relance. Une relance déjà bien engagée si l'on en juge par le rebond de la commande publique. Souhaitons que cette reprise s'ancre dans la durée et que nous puissions atteindre des taux d'emploi sans précédent et mieux rémunérés. Des incertitudes pointent pour autant sur fond de rupture dans les chaînes d'approvisionnement ou de montée impressionnante des coûts de l'énergie. La fin progressive des aides publiques, les échéances de remboursement de prêts seront également un moment de vérité. Il nous faut donc demeurer très attentifs pour faire face aux éventuelles répliques de la crise ou à ses effets de traîne. N'oublions pas non plus les chocs subis par les secteurs touristiques et événementiels, ces points forts de l'économie française qui sont en souffrance. Les intercommunalités de France sont aujourd'hui engagées dans la relance et la mise en œuvre de leurs projets de territoire. Des financements importants ont été mobilisés dans le cadre du plan France Relance. Nous nous sommes réjouis de l'engagement du Premier ministre en faveur des CRTE. Notre accord de partenariat avec le gouvernement, signé en mars dernier avec Jean Castex, était essentiellement un accord de méthode pour réussir ces contrats. Plusieurs centaines de CRTE ont déjà été signés.
Le succès quantitatif est au rendez-vous. Il nous reste maintenant beaucoup à faire pour transformer l'essai. Les CRTE sont une première étape, la première étape d'un changement culturel dans le fonctionnement de l'État. Une nouvelle culture qui fait du contrat, de l'engagement pluriannuel et de la territorialisation de nos politiques publiques la base de la relation État-collectivité. Beaucoup reste à faire, mais ne doutons pas que c'est dans cette direction qu'il faut persévérer. En attendant, nous appelons à une réduction drastique des appels à projets et à la fin de la mise en concurrence systématique des territoires. Nous demandons aussi que cette politique du contrat prenne en considération la durée de nos mandats. Nos mandats ne s'arrêtent pas en 2022. Je rappelle que nous avons adopté des projets de territoire qui vont jusqu'à la fin de notre mandat, voire au-delà. Cas un cas, nos intercommunalités se retrouvent assez bien dans les grandes priorités nationales du plan de relance. Vous connaissez nos engagements et notre engagement très volontariste dans la réindustrialisation du pays, à travers notamment les territoires d'industrie et les 550 intercommunalités qu'ils impliquent. Nous voulons également nous investir avec les régions sur les sujets majeurs de qualification et d'accès à l'emploi, de transition professionnelle, d'accès à l'enseignement supérieur. C'est tout notre tissu économique national qu'il nous faut faire monter en gamme. C'est en matière de cohésion sociale, d'accessibilité des services publics, d'organisation de l'offre de soins, de solidarité intergénérationnelle, d'offre de logement, d'inclusion numérique, que nombre de nos intercommunalités se mobilisent dans des partenariats nouveaux avec les départements, les caisses de protection sociale ou les agences régionales de santé. Il faut que nos projets de territoire et nos CRTE tiennent compte de ces réalités. Il est enfin fondamental que nos actions de relance s'inscrivent dans une logique de transformation et d'accélération de nos transitions. Gestion des déchets, gestion du cycle de l'eau, aménagement de l'espace, mobilité, plan climat, prévention des inondations, rénovation énergétique des logements. Nos responsabilités nous placent au cœur de la transposition dans nos territoires de grandes orientations européennes et nationales. Sur beaucoup de sujets, mes chers amis, l'heure est au passage à l'acte. Mais pour autant, ne gâchons pas, à force de précipitation ou d'injonctions préfectorales, les opportunités d'une relance solide, car pleinement partagée. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est le Sénat qui m'applaudit, alors franchement, c'est extraordinaire. J'aimerais conclure mes propos en vous faisant part d'une conviction. Ma conviction est que le fait intercommunal est désormais, et tu y faisais allusion, Olivier, solidement installé. Tout retour en arrière relèverait de la fiction. Le fait intercommunal s'enracine bel et bien dans nos territoires, pour une raison simple, c'est qu'il est indispensable. On peut sans doute débattre des améliorations à lui apporter, de son modèle de financement, de ses compétences, mais on ne peut plus sérieusement imaginer la France des territoires sans lui. Grâce à vous toutes et à vous tous, qui, au quotidien, dans vos actions, faites vivre nos communautés de communes, d'agglomérations, nos communautés urbaines ou nos métropoles, nos concitoyens s'approprient un peu plus chaque jour cette collectivité du territoire vécu qui définit si bien l'intercommunalité. Je tiens à rendre un hommage appuyé à mes prédécesseurs, Marc Sancy, notre fondateur, Daniel Delaveau, Charles-Éric Leménian, Jean-Luc Rigaud, qui ont su conduire cette révolution tranquille de l'intercommunalité à laquelle nous participons tous. L'intercommunalité porte de très belles valeurs de solidarité, d'entraide territoriale, de respect mutuel. Je suis sûr que nos concitoyens les partagent et qu'elles feront sens dans le monde qui vient. Alors nos concitoyens attendent plus de lisibilité. Voici pourquoi nous avons décidé en Assemblée générale hier de nous appeler désormais Intercommunalité de France, tout en nous inscrivant dans la plus totale fidélité avec ce que représentent les 30 ans d'histoire de la DCF.
Le nom Intercommunalité de France n'est pas une rupture avec l'identité de la DCF, mais au contraire une pleine consécration de ce qu'elle est. Alors merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre mobilisation au service de l'intercommunalité, de nos territoires et de nos habitants. Et je vous souhaite une très bonne et une très belle 31e Convention nationale des intercommunalités de France.